Au sommaire de cette présentation, nous allons pouvoir balayer ensemble l'AFPA, Nouvelle-Aquitaine, hein, au niveau de ce métier, le métier et l'emploi, quelles sont justement la corrélation qu'on peut faire par rapport à cette vocation. Également, bien évidemment, les formations associées, comment les formations peuvent être financées et ensuite pouvoir répondre à vos questions. Et enfin, pour finir, une petite présentation sur qu'est-ce que l'AFPA en 2024 au niveau de notre institution. On est parti. Donc, dans un premier temps, l'AFPA, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, on est répartis sur 17 centres sur les anciens régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, pour lequel vous pouvez donc retrouver en termes d'implantation un centre proche de chez vous. L'avantage de nos centres, c'est aussi une capacité de restauration et d'hébergement pour nos stagiaires en formation qui permet aussi donc d'accueillir des personnes éloignées de leur domicile le temps de se former. Au niveau donc des métiers du bois et de l'emploi, on va avoir donc des secteurs bien distincts au niveau de nos formats enfin, de l'emploi, hein. Que ça soit sur de la charpente ou de la construction bois, ou sur davantage de la menuiserie, où on sera sur de l'agencement ou de l'installation menuiserie, que seront donc des formations qu'on développera par la suite. En termes de débouchés d'emploi, on est sur des besoins en main-d'œuvre forts sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, où on dispose plus de 1270 offres d'emploi en Nouvelle-Aquitaine sur ce secteur-là, c'est des chiffres que vous pouvez donc retrouver sur le site de France Travail en termes d'extraction. Donc, besoin en main-d'œuvre fort, en effet, on est sur des métiers de la construction, de la rénovation qui est noble, hein, pour lequel on fait travailler des matières premières durables pour lesquelles on a besoin d'avoir des personnes qualifiées, reconnues sur ces secteurs d'activité, pour lesquels on a un renouvellement des artisans du fait de beaucoup départs en retraite sur ce secteur. Je vous propose donc de pouvoir justement rentrer dans le cœur de présentation de formation, de 4 formations pour aujourd'hui, pour lequel on va pouvoir détailler ensemble et découvrir davantage sur ce secteur du bois, notamment donc charpentier, puis constructeur, menuisier agenceur et menuisier installateur que nous proposons dans nos centres. Alors, pour commencer, on va avoir donc la charpente bois, pour lequel on va avoir donc un titre professionnel de niveau 3, en sachant que le niveau 3, on est sur un équivalent CAP-BEP de cette branche métier du bâtiment. Ça se décompose un titre professionnel en plusieurs modules qui sont des certificats de compétences professionnelles à acquérir, et ces modules vont correspondre à chaque fois à des activités métiers propres à l'acquisition du titre professionnel, pour lequel à chaque fois vous apprenez aussi bien en centre mais aussi en période en entreprise, un titre professionnel, et sur de l'apprentissage par le geste professionnel. Donc on est sur une mise en situation professionnelle à chaque fois cet apprentissage.
Pour vous permettre de découvrir un peu plus, je vous propose donc de visionner une vidéo de présentation du métier pour lequel ensuite Philippe, notre formateur, pourra davantage alimenter en termes d'information. Je m'appelle Christophe et je suis charpentier. Les métiers manuels en général et le métier de charpentier en particulier sont des métiers de gens passionnés. Le plan d'architecte, lui, définit les formes générales et les dispositions des pièces, le vivre de la maison. À partir de ces plans d'architecte, nous réalisons plus des plans de structure. Le métier de charpentier, c'est un travail d'équipe. Il faut que chacun y trouve du plaisir. Si on fait les choses sans plaisir, ça fonctionne moins bien. N'est-ce pas? On a à peu près un tiers de préparation, un tiers du temps de préparation à l'atelier et 2 tiers de mise en place sur le chantier. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème? On n'a jamais de problème, nous. Non, on n'a jamais de problème. Ah non, on n'a jamais de problème, nous. Jamais de problème. Un bon charpentier est un bon charpentier au bout de minimum 25 ans d'expérience. C'est déjà quelqu'un qui est doué déjà un peu dans l'esprit de conception. Il doit être aussi doué en minimum en mathématiques. Ah, quand j'étais petit, je faisais des cabanes dans les arbres. C'était un signe. Donc voilà pour cette petite présentation au niveau métier. Je vais laisser la parole à Philippe Darudo qui va compléter un petit peu en termes d'informations pour ce métier, notamment en termes de compétences ou de profils qui peuvent être amenés à s'orienter vers cette appétence de la charpente. Philippe, si tu veux compléter un petit peu en termes d'informations par rapport à cette vidéo. Oui, bonjour à tous et à toutes. Comme je disais, donc, je suis formateur en charpente et construction bois sur l'AFPA de Bordeaux et avec à peu près une douzaine d'années d'expérience et 2 ans en formation à l'AFPA. Et donc, ce qu'on peut trouver dans la charpente proprement dit, c'est effectivement, comme l'indiquait un peu la vidéo, c'est un métier manuel aussi bien en atelier qu'à l'extérieur, et ça, il faut bien le prendre en compte. C'est un métier vraiment principalement d'extérieur, où voilà, tout ce qui peut en suivre, c'est-à-dire que les intempéries et la manière de travailler, mais après, c'est hyper gratifiant de pouvoir travailler toujours en extérieur, dans des endroits qui sont aussi, qui peuvent être aussi bien en ville que en pleine campagne. Donc c'est avec des charpentes traditionnelles, faire, comme je disais, des cabanes dans les arbres, mais aussi des belles charpentes de monuments historiques aussi, pour ça les plus doués. Après, des maisons plus traditionnelles, ça peut être aussi des pergolas, des terrasses. Donc, il y a vraiment une multitude de choses à faire en charpente. La différence avec la charpente traditionnelle, en fait, on va travailler vraiment des assemblages traditionnels, comme son nom l'indique, avec ce qu'on appelle les tenons mortaises, et vraiment de limiter au maximum les fers, les vis et tout ça. Et donc, c'est effectivement un travail beaucoup plus pointu, entre guillemets, que la construction bois dont on parlera un petit peu après. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. Donc, Marine les posera. J'essaye de les suivre aussi sur le chat. J'invite aussi tous ceux qui sont intéressés par ces formations à venir aux journées portes ouvertes. On va en parler peut-être un petit peu Oui, après, tout à qui fait. sont ouvertes à partir de jeudi prochain. Et après, tous les jeudis matins, il y a l'AFPA est ouvert à tous ceux qui veulent Oui, venir se découvrir. renseigner. Voilà. Pour compléter justement les informations donc, de Philippe, c'est vrai qu'il faut, quand on part sur de la charpente, et on verra après aussi également sur de la construction, ce n'est pas uniquement, c'est vraiment la base d'une construction, hein. La charpente, c'est le squelette finalement
d'une construction, c'est avant tout avoir conscience qu'on va travailler à une échelle durable de la construction. On ne change pas de charpente tous les jours, donc c'est vrai que c'est à destination, j'ai envie de dire, de personnes qui ont envie de pouvoir contribuer et mettre leur patte dans un quelque chose qui va pouvoir durer sur des années et pour lequel ils peuvent être fiers, que ce soit comme l'a expliqué Philippe, sur de la construction de maisons individuelles ou sur des monuments historiques. La notion également justement de la construction traditionnelle sans utilisation, avec, ou du moins moindre d'utilisation de fer, ça va aussi dans une continuité à l'heure actuelle aussi de développement durable du métier. Pour faire un petit peu, c'est des choses qui sont euh, très mise en avant dans d'autres cultures ou dans des cultures un peu plus anciennes, hein. Quand on parle traditionnel, on pense aussi à certaines constructions là-dessus, mais c'est des choses qui reviennent beaucoup parce que justement, cette technicité d'assemblage va aussi permettre d'être dans un développement durable du métier. Et cette technicité, elle est aussi très recherchée au niveau donc, de l'emploi. Donc, comme l'a un peu évoqué la vidéo, c'est vrai que ça demande des notions de mathématiques, mais j'ai envie de dire plus de géométrie. Toutes les notions de théorèmes qui ont pu être évoquées durant le cursus scolaire prend tout son sens. C'est des maths appliquées, j'ai envie de dire, là-dessus. Bien évidemment que c'est des règles que vous revoyez en formation pour ce qui a besoin de s'en remémorer en soi, mais c'est vrai que on est sur des maths appliquées qui prennent tout son sens. Et en termes d'apprentissage, également, on est d'abord, et je ne sais pas ce que Philippe va pouvoir nous le confirmer, mais sur d'abord un apprentissage à petite échelle. Avant de se lancer à grande échelle, on apprend à petite échelle sur des calculs d'angle, de manière d'assemblage, aussi sur du travail de dessin par assistance par ordinateur pour modéliser en amont les pièces d'assemblage avant de se lancer dans l'atelier à échelle plus importante pour vraiment appréhender l'apprentissage métier. Et un charpentier bois comme un constructeur bois travaille en équipe. On est sur des métiers où on n'est pas tout seul à travailler. C'est beaucoup de travail en équipe, de collaboration, d'entente, de binôme parfois même, parce que pour des raisons de sécurité, bien évidemment, quand on travaille sur un toit, on ne travaille jamais seul. Il y a toujours quelqu'un au sol et des personnes sur les toits pour assurer la sécurité. Et les points de sécurité sur ces métiers sont très importants à respecter et ça fait partie de l'apprentissage du métier de le voir en formation également. Philippe, si tu veux compléter. Bon, ouais, tout ça, c'est important de travailler. Je parlais justement du travail en hauteur. Dans la formation, il y a bien évidemment, comme a dit Sabine, qu'il y a un apprentissage à petite échelle. Et puis après, vous avez des stages en entreprise, bien sûr, dans la formation qui dure entre 8 et 9 mois, que ce soit en charpente ou en construction bois. Vous avez des stages qui est de 3 à 4 semaines en deux périodes et donc qui va pouvoir aussi vous faire découvrir le métier du bois directement en entreprise. Et tous les entreprises avec qui on est partenaire sont vraiment de bons professeurs et de personnes qui veulent transmettre leur savoir. Effectivement, il y a une notion de sécurité aussi. Euh, le travail en hauteur, la formation du travail en hauteur fait partie aussi de la formation. Vous avez une formation interne qui est une formation échafaudage, comment monter un échafaudage et comment l'utiliser tout en sécurité. Le travail aussi en hauteur à l'aide de harnais et de cordage. Tout ça fait partie de la formation de charpente et de constructeur bois. Et effectivement, le travail minimum est conseillé. Maintenant, dans les perspectives de travail,
bien entendu, quand on veut changer de métier, on veut tout de suite, il y en a beaucoup qui veulent devenir leur propre patron et devenir avec l'auto-entreprise. Mais encore une fois, moi, je conseillerais dans tous les cas de l'auto-entreprise, c'est bien pour faire des petits chantiers, des choses à hauteur, type des terrasses. Mais dès qu'on va commencer un petit peu à travailler en hauteur, travailler sur des plus gros volumes, on est souvent amené à travailler soit en partenariat avec d'autres auto-entrepreneurs ou micro-entreprises ou des petites entreprises d'artisans et ou sinon bien sûr intégrer en tant que salarié une entreprise déjà conséquente ou différentes tailles d'entreprise. Pour rebondir un petit peu sur la notion que expliquée sur la vidéo, qu'un bon charpentier est un charpentier de 25 ans d'ancienneté, c'est aussi de se rendre compte de l'humilité finalement en termes d'apprentissage. La charpente n'est pas quelque chose de standardisé. On s'adapte finalement à chaque chantier et chaque chantier est unique. Et ça a été évoqué, en effet, il y a une part de préparation en amont, en atelier, et une grosse part d'installation. J'ai envie de dire, ça démarre presque en trois étapes. Une première étape de repérage des lieux et de lecture de plans qui a été fournie. Et puis, cette préparation qui va permettre de préparer son chantier et cette part après d'installation qui est importante. Mais c'est vrai que ça demande pour cela d'avoir une anticipation et une humilité finalement de son savoir et pas. C'est pour ça que on apprend tout au long de son j'ai envie de dire, de son exercice du métier, parce que on rencontre des cas de figure différents. Il n'y a pas une charpente identique. Même quand on est sur parfois de la construction neuve, on s'adapte systématiquement à l'environnement autour, que ce soit par rapport à des plans ou par rapport à des conditions climatiques qui font qu'on s'adapte en permanence. Donc là-dessus, c'est à chaque fois une aventure. Chaque chantier est une aventure à mener, j'ai envie de dire. Par rapport donc au titre professionnel en lui-même, comme vous pouvez le lire sur le diaporama, donc on a sur quatre modules par rapport à la charpente bois, entrecoupés, donc on l'a évoqué, de périodes d'application en entreprise qui permettent vraiment de mettre en application les savoirs acquis en centre, et ce sont des savoirs pour lesquels vous les apprenez par le geste professionnel. Donc là, c'est vraiment par la mise en situation de travail que on acquiert le geste. Hein, à la fin, on forme un métier là-dessus. Bien évidemment, il y a des temps de théorie, hein, théorie de la pratique, pour permettre d'appréhender ces gestes techniques. Et en fin de formation, il y a une certification qui est reconnue par le ministère chargé de l'Emploi, qui délivre dans ces cas-là donc un titre professionnel. Ce sont des jurys euh, qui sont habilités, qui viennent évaluer les candidats au moment de la certification. Et ces jurys délibèrent s'ils vous attribuent l'ensemble des modules ou de manière partielle en fonction de ce que vous leur démontrez en termes d'acquisition. Hein, à ce niveau-là. Bien évidemment, pour évaluer, un jury va disposer de plusieurs euh, moyens d'évaluation, à savoir une épreuve pratique que le candidat pour lequel il a des ouvrages à faire en temps et en heure. Il aura aussi également un dossier professionnel qui lui sera remis par le candidat, où le candidat va raconter sa pratique métier vécue en entreprise ou en centre de formation. Et également, il aura aussi un dossier d'évaluation où là, c'est le formateur qui remplit les évaluations au cours de formation faites par le candidat durant son apprentissage.
Et à l'issue vraiment de l'ensemble de ces modalités, c'est le jury qui délibère s'il attribue l'ensemble des compétences ou pas à ce niveau-là. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure si vous avez des questions. Justement, Sabine, on a une question. Oui, Je peux te la poser. Donc, tout à fait. dans le cadre d'une reconversion professionnelle, donc la personne a 50 ans, est-il possible de mener cette formation en alternance? Il est tout à fait possible de se former également en alternance. On développera la partie financement un petit peu plus tard, mais à titre indicatif, il faut savoir que la plupart à l'AFPA de nos stagiaires sont des personnes en reconversion. La moyenne d'âge de nos stagiaires, si ça peut rassurer la personne, est en moyenne de 40 ans là-dessus. Donc on a aussi bien des jeunes âgés de 16 ans que des personnes plus âgées. Je crois que mon doyen sur le territoire, il a 62 ans. Donc pour vous dire, que ça soit sur de la formation continue ou sur de l'alternance. Après, il faut que ça puisse correspondre à un projet là-dessus au niveau donc de l'orientation et du choix de la formation, mais tout à fait, oui. Oui, Philippe, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, effectivement, c'était pour confirmer ce que tu viens de dire. Moi, mon panel, il est de 20 ans à 53 ans actuellement. Donc, effectivement, il y a pas d'âge. L'alternance ou la formation continue, ça, ce sera à voir aussi ensemble avec chaque stagiaire, quelle est la manière la plus adaptée. L'alternance, encore une fois, c'est la première démarche, c'est d'aller trouver une entreprise qui veut bien vous embaucher et vous proposer cette formation. Mm. Donc, je ne dis pas que passer un certain âge, c'est plus compliqué. Après, il faut voir effectivement l'environnement et c'est peut-être une passation aussi L'activité. d'activité exactement. Mm. Pour l'histoire de la reconversion professionnelle, moi, je suis issu de la reconversion professionnelle puisque actuellement j'ai 45 ans et j'ai repassé un CAP de charpente à 32 ans. Donc vraiment là, je suis très bien placé pour vous dire que tout est possible et qu'il y a différentes manières d'aborder aussi la charpente et la construction de bois que je développerai Mm. après, Mm. parce que on n'y a pas seulement à aller sur les toits, pas seulement à aller marcher à l'extérieur, enfin être à l'extérieur. Il y a aussi plein de manières de travailler le bois en charpente et en construction bois qui peuvent être adaptées à toutes les morphologies Mm. et à toutes aussi bien sûr hommes et femmes. Mm. Justement, Philippe, je crois qu'on a une autre question et qui est en lien avec ce que tu viens de dire, au niveau de la capacité physique. Donc une personne qui a également 50 ans, qui n'est pas particulièrement sportive ni musclée, en reconversion, est-ce que voilà, et au niveau capacité physique, est-ce que, c'est un métier qui pourrait correspondre? Alors oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors je ne vais pas non plus détailler les morphologies que j'ai actuellement en centre, mais effectivement j'ai eu une jeune fille il y a une bonne année Julia, donc que Marine a aussi accompagnée, qui a pu aussi avoir réussi un concours interne aussi, a réussi à gagner un prix, qui avait 22 ans à l'époque et qui pesait 50 kilos et qui maintenant a trouvé un emploi à Parempuire en CDI. J'ai une personne là qui a 53 ans, qui a effectivement un peu plus d'embonpoint aussi, et qui était, comment on appelle ça, commercial, plus dans les bureaux. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas c'est l'envie qui va l'emporter, la manière dont vous allez mettre, vous mettre dans votre formation, parce que c'est vous qui faites votre formation. Finalement, moi, je ne suis qu'un accompagnateur. Je vais vous apporter tous les outils pour pouvoir développer vos compétences et apporter effectivement un savoir-faire. Mais c'est vous qui faites cette formation. Donc c'est déjà, si vous vous sentez déjà motivé et passionné par ce métier, oui, déjà la moitié du chemin est déjà accompli. Ouais. Et pour rebondir, comme le disait Philippe, il y a en effet un travail d'extérieur, mais pas que.
je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, une grosse part de préparation en amont, ce qui fera le secret de la réussite aussi du chantier en extérieur. Et ce travail de préparation, que ce soit de l'assemblage, du pré-assemblage en atelier, ou ça fait partie des apprentissages, hein, une sorte de, quand on vous faites de la modélisation par assistance par ordinateur, en fonction du lieu d'entreprise dans lequel vous exercez, vous avez ces métiers pour lesquels le titre professionnel de charpentier ou de constructeur, en fonction de ce que vous voulez faire, sera nécessaire pour avoir cette dimension de compréhension. Mais finalement, il y en a un petit peu pour tous les âges, toutes les morphologies et tous les sexes, j'ai envie de dire, en termes d'accès au métier. La motivation va être en effet primordiale, mais en soi, il y a en effet, en fonction de l'entreprise, plusieurs postes possibles en termes d'accès. Oui, Philippe. Juste voilà, un complément par rapport à cette personne donc, qui a 50 ans. Là, celui qui actuellement il est en formation, la personne qui a 53 ans, il est sur une entreprise qui s'appelle Lamécole, qui va fabriquer des grands lamellés collés que vous allez retrouver dans les gymnases ou dans les très grands bâtiments, type aussi même supermarché, ou pour ceux qui habitent un petit peu sur la région de Bordeaux, la Cité du Vin. Et lui, ce qu'il va rechercher, dès que déjà avoir quelques compétences dans l'ossature bois, et la construction bois et la charpente, travailler un petit peu en atelier pour savoir de quoi il parle, et ben peut-être dans les 2, 3 années qui vont suivre, effectivement, il ne se sent pas d'aller sur l'étoile, c'est pas du tout son truc. Par contre, il a cette compétence de son ancien métier, d'avoir dirigé peut-être une petite équipe et voilà, et donc il va peut-être démarcher une entreprise en tant que chef d'équipe ou en tant que chef d'atelier. Il a acquis quelques années d'expérience, de pratique à partir de maintenant, plus 2, 3 années dans l'entreprise, puis peut-être va monter très vite en En grade compétence. et en compétences, en grade et en compétences, dans un métier plutôt approprié à déjà son ancienne vie. Parce que faut pas, la reconversion professionnelle, faut pas oublier votre ancienne vie et vous en servir aussi pour les nouvelles compétences que vous allez acquérir. Mm, mm, totalement. Je vous propose d'avancer dans la découverte. Alors, avec donc la formation donc, de constructeur bois. Donc, on est toujours également donc, sur un niveau équivalent à CAP-BEP, donc on est toujours sur un titre professionnel, où là, l'articulation des modules est un petit peu différente, parce qu'on va être davantage sur cette dimension structurelle et d'assemblage, hein, de pièces plus importantes propres à la construction. Philippe, peut-être je vais te laisser présenter davantage ce volet-là en termes de constructeur, ce qui va différencier davantage de la charpente, parce qu'en effet, on va être davantage sur une structure en totalité. Ok, donc là, effectivement, la charpente, je reviens à un bon mot qu'on avait utilisé tout à l'heure, c'est le squelette. Ça va être effectivement ce qui va supporter la toiture, ce qui va supporter une pergola, qui va supporter une terrasse. Alors que là, la construction bois, ça va être vraiment un ensemble. Et pour ceux un petit peu qui connaissent, je vais rentrer peut-être un petit peu dans la technique, mais là, on va vraiment travailler. Donc, pour prendre l'exemple d'une maison individuelle, on va parler d'une réglementation environnementale qui s'appelle la RE 2020. On se base, c'est notre Bible Mm. pour construire une maison individuelle. Elle est aussi bien pour la construction bois que pour la maçonnerie. Donc on va se baser déjà sur ce document-là. Et l'intérêt effectivement de la construction bois, c'est de la manière un peu plus écologique par rapport à la maçonnerie, sans dénigrer mes collègues maçons. Mais voilà, donc ce qu'on va chercher, nous, c'est à fabriquer une maison individuelle, pour prendre l'exemple d'une maison individuelle, quasiment entière. On va partir du plancher bois, on peut faire, si on n'a pas un plancher béton. On va fabriquer les murs en ossature bois. On va poser l'isolation.
On va fabriquer aussi éventuellement un plancher supplémentaire si c'est une maison à étage. On va apprendre à poser des menuiseries, juste à les poser. On va aussi apprendre à fabriquer et à poser une charpente traditionnelle aussi, qu'on va un petit peu façonner de nous-mêmes. On va apprendre quelques notions là. On ne peut pas tout développer, nous, elle dure 9 mois, donc on va rentrer moins dans le détail que par rapport à la charpente. Et on va parler de la charpente industrielle, qu'on appelle fermette aussi. On va parler des chevrons porteurs. Et après, on va même aller jusqu'à poser de la tuile, la couverture, poser des fenêtres de toit type Velux. Donc c'est vraiment, on est une maison, ce qu'on appelle hors d'eau, hors d'air, et qui est effectivement sur une construction un peu plus complète. Encore une fois, dans la construction bois, il n'y a pas que la maison individuelle. Il y a les terrasses, comme je vous ai parlé, les pergolas, de plus en plus maintenant, on va parler des petites maisons, tiny Mm. house, mais aussi les mobilhomes, je dirais, individuels qu'on peut rencontrer de plus en plus dans nos jardins, dans des petits Mm. espaces pour avoir un espace indépendant pour recevoir des amis, pour avoir un bureau pour ceux qui sont indépendants, etc. Donc il y a vraiment un potentiel énorme dans la construction bois. Bien sûr, ce qui fait rêver un temps jeune, c'est la cabane dans les arbres. On a la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir deux, trois constructeurs de cabanes dans les arbres, pour les citer, en Dordogne, qui s'appelle Nid Perché, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. On a pu aller voir un de leurs chantiers. Il y a d'autres, enfin, je veux dire, il y a une multitude d'activités dans la construction bois. On va parler d'environnement aussi, de recyclage. Et comme avait dit Sabine, notre Bible, je dirais, qui est la RE 2020, on part sur une maison durable de minimum 50 ans, en utilisant des bois locaux si on peut. On va aller chercher en isolation, on va aller chercher des isolants plutôt nobles, type laine le chanvre, pardon, la, la laine de mouton, la ouate de cellulose, la fibre de bois, sans oublier aussi la fibre de verre, la laine de verre, pardon, et la laine de roche, qui sont aussi des matériaux qui peuvent être intéressants. Et voilà, on va parler de tout ça. On a deux périodes en entreprise aussi de 3 et 4 semaines qui sont intercalées dans cette formation. La formation échafaudage dont j'ai parlé tout à l'heure. Mm. Et puis encore plein de notions que vous pouvez aussi m'apporter, qui, moi, je suis toujours intéressé, comme on l'a dit tout à l'heure, la charpente, c'est 20-25 ans d'apprentissage parce que le métier évolue aussi, les matériaux évoluent. Mm. Là, on va être aussi un peu plus, comme je disais, un peu moins, pardon, dans le façonnage. On va utiliser plus ce qu'on appelle des connecteurs métalliques pour Mm. connecter les bois entre eux. Mm. C'est une manière un peu plus industrielle, certes, mais on reste quand même dans le bois et c'est hyper intéressant à façonner. Voilà. Mm. Alors oui, ce côté un petit peu industriel, comme l'a évoqué Philippe, ça dépend aussi par rapport au cahier des charges de la RT 2020 qui impose un petit peu ce cahier des charges de la construction et pour lequel on ne peut pas en déroger. Il y a aussi ce qu'il faut comprendre aussi dans la formation de constructeur bois, c'est cette connaissance des essences de bois pour justement, en fonction de la construction, être vis-à-vis du client. Donner des indications sur le choix de l'essence du bois au niveau de la construction. Donc ça fait partie en fait d'un tout. Un constructeur façonne cet habitat, quel qu'il soit, hein, qu'il soit petit ou grand, individuel ou collectif c'est un peu plus rare, mais ça peut, pourquoi pas. Mais en soi, il a cette expertise-là à pouvoir donner pour que justement cet ensemble puisse être vraiment durable en termes donc, de sa construction. Je vais Si jamais... compléter sur Oui, la vas-y. formation. Effectivement, il y a aussi la notion de bardage aussi. J'ai pas dit pour le Mm. bardage, pour apprendre aussi à couvrir une maison.
Et puis sur les connaissances, je voudrais quand même juste dire que cette formation va vous apprendre effectivement des connaissances. On n'attend pas de vous que vous soyez des experts en sortant de la formation. Il y a effectivement plein de choses à apprendre. Mais comme tout métier, de toute façon, on a parlé de 20 et 25 ans pour faire un bon charpentier, mais c'est valable dans plein de métiers différents. Dans tout Mm, métier, si on veut devenir expert dans son métier, il y a forcément des années d'expérience. Donc, et ça rebondit aussi sur la certification. Les gens qui vont venir vous juger sont des gens très bienveillants et mm. des gens du métier qui sont en activité actuelle, qui se libèrent et qui ont une entreprise depuis des années, qui se libèrent pour venir vous voir et noter, mais encore une fois, on vous prépare pour ça et savoir si vous êtes prêt à revenir sur le marché du travail et vous donner tout un tas de conseils justement pour éventuellement améliorer ce qui vous manquerait et vraiment vous accompagner pour intégrer ces métiers du bois qui sont effectivement très intéressants et ils sont tout en bienveillance, en tout cas, ces jurys. Voilà. Oui, complètement. En effet, ça fait partie de la professionnalisation des jurys, d'être là-dessus. Le ministère chargé de l'Emploi est strict. On est sur une bienveillance de la part des jurys qui viennent évaluer les candidats. On est sur une évaluation des bases du métier. Et bien évidemment, en tant que centre de formation, nous sommes là pour vous accompagner à acquérir ces bases. En aucun cas, on attend de la part des candidats d'être experts au bout de 8 mois de formation dans ce domaine. C'est vraiment une acquisition des bases. Après, ça à libre au candidat de les mettre en application et de les démontrer par différentes modalités d'évaluation que j'ai évoquées tout à l'heure, hein. Une épreuve pratique, un dossier professionnel, pour justement permettre au jury de pouvoir en délibérer et évaluer. Alors, on n'est pas sur un système de notation comme à l'éducation nationale sur 20, c'est plus une appréhension d'évaluation, de savoir est-ce que c'est suffisamment acquis ou pas, ou partiellement acquis, au niveau donc de ces bases de pratique métier. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez relatives à la construction, si jamais. Et sinon, je vous propose de découvrir les métiers de la menuiserie. Pas de questions. Donc, on continue. Donc là, on va avoir donc les formations, donc toujours dans les métiers du bois. On a une question, Ah du oui, coup, Sabine. tout à fait. Si l'aspect charpente est également abordé. Sur la construction, ben, je vais laisser Philippe pouvoir évoquer le sujet. Oui, l'aspect charpente et aussi, bien sûr, la charpente, en fait, c'est un mot vague. La charpente, elle regroupe le façonnage de la charpente en elle-même, de ce qui va soutenir la couverture et le toit. Et on parle aussi de charpente dans la notion de pergola, la notion de, oui. Donc, effectivement, on va l'aborder, mais ce sera beaucoup moins approfondi, puisque moi, je peux vous faire passer aussi toutes les autres notions et toutes les autres bases, je dirais, de la construction bois. Effectivement, en charpente, la formation en charpente va vous parler, va vous plus vous apprendre à façonner le bois. Vous allez donc avoir plus de répétitions dans ce domaine-là, plus d'exercices, y compris avec l'utilisation on parlait de logiciels de dessin que je n'ai pas aussi dans la formation charpente, de la formation, pardon, en Sans construction construction. bois. Alors que la charpente, on va utiliser actuellement le logiciel AutoCAD pour apprendre à fabriquer et à dessiner vos propres charpentes, vos propres dessins. On parlait de miniatures tout à l'heure ou de maquettes. C'est pas parce que c'est en plus petit que ça n'a pas les mêmes Exigence. difficultés et les mêmes exigences que
dans le gros œuvre, plus exactement, et dans la taille réelle, et voire même, c'est même plus compliqué souvent en maquette, puisque les défauts se voient plus souvent en plus petit que en gros. Donc voilà, donc l'aspect charpente est un petit peu abordé dans la construction bois, sachant que les deux formations font passerelle. On a deux modules en commun, et donc si jamais vous êtes intéressé par faire ces deux formations, ou vous en faites une, puis finalement il vous manque les deux modules de l'un ou de l'autre, vous avez la possibilité de compléter votre formation en réduisant la deuxième en temps. Je prends un exemple, vous avez 9 mois avec la première et en fonction de votre évaluation qu'on aura fait de ce qui peut vous manquer comme compétences pour acquérir les deux autres modules, et ben, votre deuxième parcours, je dirais, va durer 4, 5 mois au lieu de durer 9 mois au départ. Donc vous pouvez avoir, si vous avez le temps et l'envie, bien sûr, et c'est d'acquérir ces deux compétences-là, la charpente et la construction bois, en une année, un peu plus d'une année. Tout à fait. Hop, s'il n'y a pas d'autres questions, pour le coup, donc on partait donc sur la menuiserie agenceur, où là, pour le coup, on va être davantage sur un assemblage, hein, de bois en vue de fabriquer donc un aménagement intérieur de cet assemblage de bois. On va être beaucoup plus sur de l'assemblage de meubles du type dressing, ça peut être aussi des meubles de cuisine, ça peut être d'autres surfaces, que ça soit professionnel ou à usage privé. On va être là pour le coup donc sur une dimension de métrage, de découpe et d'assemblage au niveau de ces matériaux. On va être aussi bien sur du bois massif que sur des plaques d'assemblage de bois composite, hein, en soie, au niveau donc de cette activité métier. C'est un métier qui peut aussi bien s'exercer de manière en auto-entrepreneuriat ou en entreprise, en statut salarié ou bien en intérim aussi. C'est également une formation qui s'ouvre à tout âge, aussi bien en formation continue que en alternance. On va retrouver, comme tout titre professionnel, donc nos différents modules avec entrecoupés toujours dans deux périodes en entreprise et avec donc cette certification qui vient clôturer cette formation. On est vraiment pour l'agencement, donc vraiment à la fois cette conception et cette réalisation d'éléments intérieurs professionnels, par exemple pour un magasin ou pour un particulier au niveau donc, de cet aménagement intérieur en meubles de bois là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des questions relatives à cette formation. Hmm, pas particulièrement. Alors, je vous propose de voir en différence la menuiserie installateur, où là, pour le coup, on va être plutôt sur davantage sur de la menuiserie propre à des fermetures, hein, que ce soit des fenêtres, des portes, où on va être plutôt sur donc des mesures de la fabrication et de l'installation propre à ces blocs. On va être aussi sur une notion
de sécurité par rapport à l'installation du huisserie, quand on est sur des fenêtres ou sur des portes propres à l'usage et à l'installation de ces fermetures. Toujours nos périodes en entreprise aussi qui viennent entrecouper nos différents modules et une part quand même d'aménagement parce que sur l'installation, il va toujours avoir des réajustements à faire entre les cotes donc les mesures qui ont été prises en amont et l'installation. Il peut toujours avoir donc des rectifications à faire au niveau de l'installation. Donc, ça fait partie aussi donc de ce module aménagement, comment on vient retravailler ces parties au niveau donc de ces applications de meubles ou d'usserie, que ce soit des fenêtres ou des Velux ou des portes. Porte intérieure ou porte extérieure, bien évidemment, en soi. Donc, la minuterie, voilà, on va être sur deux volets différents. Un volet plutôt meuble, agencement, où on va être plutôt sur de l'aménagement pur d'intérieur, et d'autres où on va être plutôt sur des fermetures, menuisier installateur, où on va être davantage sur des portes, des fenêtres, que ça soit intérieur ou extérieur pour professionnels ou pour maisons individuelles. Et ces deux formations sont aussi bien disponibles en alternance qu'en formation continue. Il y aura toujours des maths appliquées, des règles de calcul plutôt voilà, de surface, d'angle en soi à appliquer au niveau donc, de l'utilisation des connaissances de base. Pour vous permettre d'illustrer un petit peu, je vous propose de visionner deux témoignages d'anciens stagiaires qui vont vous permettre aussi de voir que la reconversion, elle est valable à tout âge et sur n'importe quel public. Je m'appelle Nicolas Lefrançois, je suis en formation charpente à la FPA de Gap. Et la formation m'est tombée dessus un peu par hasard. J'étais sur Pôle emploi à la recherche d'une formation pour découvrir un nouveau métier en fait. J'étais en reconversion et après j'ai toujours aimé un peu l'altitude, le travail physique, mais j'avais besoin aussi qu'il y ait du changement tous les jours en fait. Donc le fait de travailler un peu en atelier, de passer à la conception et de faire du dessin, c'était aussi une partie qui était intéressante et en fait elle s'est un peu présentée comme une évidence de formation. On apprend à couper du bois aussi de manière traditionnelle avec tous les assemblages qu'on peut retrouver en charpente ou tout ce qui se rapporte à la charpente en général. Ah pardon. En matière de coupe, avec du coup l'outillage électroportatif ou manuel, et à faire du levage, de la mise en place et tout ce qui est implantation. Donc savoir comment on se positionne dans l'espace et où est-ce qu'on va placer chaque morceau de bois, tout ça. Donc c'est très complet. Ce que j'aime, c'est la diversité en fait du métier. La plupart des métiers que j'ai fait avant, je m'ennuyais très vite parce que c'était très vite répétitif. Et en fait là, le fait, comme je le disais au début, d'être un peu au dessin, un peu à la coupe et un peu dehors, on fait autant travailler sa tête que son physique, et ça c'est intéressant en fait. À la sortie de la formation, je pense que je vais faire un peu d'intérim pour tourner un peu dans toutes les boîtes et voir un peu comment les gens travaillent dans la région, pour m'informer. Et à terme, peut-être monter ma boîte ou m'installer avec un autre collègue avec qui ça se passe bien dans la formation. Ça se passe super bien. Les formateurs sont top, ils sont à l'écoute. Et puis ils sont jeunes aussi, donc ils savent comment le marché du travail fonctionne, donc c'est rassurant. Et dans le groupe, on est tous hyper motivés, on a tous choisi d'aller à fond dans le projet et c'est hyper agréable. Alors voilà pour ce premier témoignage. Je vous propose de visionner la deuxième vidéo et ensuite on passera à vos questions relatives s'il y en a d'autres qui arrivent. Ouais, parce qu'on a deux questions là, donc on les posera juste après. Ça marche.
Bonjour, je m'appelle Aymeric Lecluse, j'ai 27 ans, j'habite à Tence et je suis actuellement en formation menuiserie d'agencement à l'AFPA du Puy-en-Velay. Bonjour, je m'appelle Adrien Claire, j'ai 29 ans. Bonjour, je m'appelle Jason Béraud, j'ai 25 ans. Je suis en reconversion professionnelle à l'AFPA du Puy-en-Velay. Bonjour, je m'appelle Magali, j'ai 45 ans. Alors avant, moi j'étais animateur, je travaillais dans un centre où on faisait des classes découvertes et des colonies de vacances. Auparavant, j'étais dessinateur dans l'industrie mécanique et j'ai voulu me reconvertir donc dans la menuiserie. J'étais ouvrier dans la métallurgie et j'en avais marre des postes, des horaires 3-8, tout ça. Pour ma part, c'était une reconversion suite à des problèmes de santé. La menuiserie d'agencement consiste à réaliser des aménagements dans un milieu aussi bien industriel que chez les particuliers. Donc on travaille avec des matières premières telles que le bois massif, les panneaux dérivés du bois. Au départ, j'avais un peu d'a priori, étant une femme. C'est vrai que c'est considéré la plupart du temps comme un métier d'homme, et en fait, pas du tout. Avant de rentrer, j'avais peur de ne pas réussir forcément à comprendre et à réussir les choses du premier coup, comme je viens pas du tout du milieu de l'artisanat. Mais en fait, avec les autres stagiaires et le professeur qui explique très bien, eh ben, on apprend très vite les choses et on se met très vite dans le bain. Pour être un bon menuisier, il faut déjà avoir la passion du métier, aimer la matière première, donc le bois, et surtout être très minutieux et rigoureux dans son travail. Ce qui est bien dans cette formation, c'est qu'on a des périodes de stage, 3 fois 15 jours. Ça permet surtout de mettre en pratique tout ce qu'on peut voir à l'atelier, à l'AFPA et dans le concret. Ça permet aussi de mettre un pied dans les entreprises. Pour moi, ça a marché d'ailleurs. Ça m'a permis de trouver du boulot pour après la formation. Donc à l'AFPA, on se retrouve entre personnes venant d'horizons très différents. Et c'est vrai que ça crée une bonne dynamique, surtout grâce à notre professeur passionné par le bois, donc qui nous pousse un peu tous ensemble. Et chacun venant de métiers différents permet aux autres d'apprendre et de mieux se connaître. Si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il ne faut pas hésiter parce que tout ce qu'on fait ici, c'est que bénéfique. Il y a un suivi qui est individuel. Toutes les compétences, les connaissances qu'on peut avoir ici, c'est quelque chose qui va nous servir en entreprise. Par la suite, pourquoi pas ouvrir une entreprise, mais pour l'instant, je dirais que mes projets les plus proches sont voilà, de travailler, de continuer à apprendre. J'ai pour projet au début de continuer à apprendre ce métier dans une entreprise et puis par la suite, pourquoi pas montrer mon affaire. Après la formation, je pense passer une période de plusieurs années en tant que salarié afin de bien découvrir le métier et de savoir comment gérer une entreprise afin de pouvoir plus tard peut-être ouvrir ma propre boîte et se lancer dans le monde de l'artisanat. Voilà pour ces deux présentations succinctes donc de ces témoignages d'anciens stagiaires. Pour répondre donc aux questions, Marine, je te laisse peut-être les lire pour en avoir connaissance. Ouais, alors la première question, donc, c'est quelle entreprise doit-on cibler pour la formation menuisier agenceur, pardon. Alors, par rapport aux entreprises, les entreprises, ça peut être des entreprises de menuiserie qui font la construction de dressing, notamment, que ça soit sur l'ensemble voilà, du territoire. Ça peut être des dressings, ça peut être aussi des cuisinistes qui vont aussi être sur de la menuiserie, de l'agencement, également au niveau donc, des entreprises visées par rapport au niveau donc, de ces possibilités. Oui, Philippe, ton micro. Philippe, vas-y, ouais, si tu veux. Donc pour compléter ce que tu viens de dire, c'est effectivement de plus en plus, il y a des entreprises qui se sont spécialisées justement là-dedans, sur l'agencement intérieur, parce que avec les upstaging et les choses qui sont très à la mode par rapport à ce qu'on trouve dans à la télé, qu'on voit à la télé, où on essaye de redonner de la jeunesse à notre vieille maison, où voilà, on n'a pas forcément la capacité de déménager et on veut changer de maison tout en restant au même endroit. Donc c'est vrai que de plus en plus, il y a des entreprises qui se sont spécialisées là-dedans, effectivement dans l'agencement intérieur, et c'est vraiment spécifié comme ça. On trouve
ne serait-ce qu'en vous promenant, en regardant les camions quand vous êtes dans les embouteillages, vous verrez souvent marqué sur leur publicité, sur leur camion, et souvent c'est même marqué directement agencement d'intérieur. Et voilà, c'est ce type d'entreprise que vous pouvez effectivement aussi solliciter, en plus de celle Mm, que Sabine a citée. mm, Deuxième Et je voulais question. juste, Oui, je voulais juste Non, dites-moi, vas-y, allez-y, revenir sur Philippe. je voulais juste Vas-y, revenir sur Philippe. deux choses qui ont été dites, enfin plusieurs choses qui ont été dites tout à l'heure. Quelle que soit la formation que vous allez choisir, en tout cas dans le bois, dans les 4 formations, pensez bien qu'il y aura l'apprentissage déjà des outils, Mhm. aussi bien d'atelier que électroportatif. Donc, si vous n'êtes pas habile au départ avec ça, si vous n'avez pas l'habitude d'être bricoleur, c'est pas grave. C'est quelque chose qui fait partie aussi de la formation. J'ai encore eu des gens qui étaient dans les bureaux, qui étaient jeunes, qui n'avaient pas forcément cette notion de bricolage et sont très bien sortis et même qui étaient gauchers. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que malheureusement, les outils Droitier. que l'on trouve en Mhm. particulier sont c'est des outils de droitier, et ça n'a pas empêché un grand nombre de gauchers de très bien travailler et d'avoir leur certification. Euh, Après, il y a plus de pratique que de théorique, ça Mhm. aussi. On a beaucoup d'ateliers, beaucoup d'études pratiques. Donc, la théorie est obligatoire pour comprendre ce que vous faites, mais la pratique est primordiale. Donc déjà, ça c'est plus important. Et, il y a deux choses qui ont été dites dans les vidéos. C'est de trouver donc déjà un métier mixte. Ce sont des métiers mixtes, aussi bien Mhm. ouverts aux hommes et aux femmes. Effectivement, j'ai eu quatre femmes qui sont venues depuis 2 ans que je suis là. Et souvent, elles ont cette même réflexion, c'est leur légitimité. Donc oui, il n'y a pas une question de physique, on avait parlé tout à l'heure de ça, c'est pas une question de physique, c'est pas une question d'hommes et de femmes, c'est vraiment une question d'envie. Donc encore une fois, ne vous freinez pas, mesdames, de venir dans un métier qui malheureusement comporte pour l'instant moins de 5% de femmes, mais justement, il faut faire basculer Le pas. la Mhm. balance. Et moi, je suis très content, justement, ça apporte d'autres choses et d'autres expériences. Moi, j'ai eu 3 femmes, une qui est actuellement encore en formation et 2 autres qui sont passées et qui ont leur certification, une de 22 ans, une de 45 ans. Mais voilà, maintenant elles travaillent toutes les deux et voilà. Et justement, par rapport à ça, 2 choses ont été dites par l'embauche. Mhm. Beaucoup d'embauches se font grâce à vos périodes d'entreprise. Mhm. Si ça se passe bien, en général, vous avez 2 périodes d'entreprise. Donc, moi, j'invite toujours à visiter 2 entreprises, enfin, en tout cas, à faire vos périodes Mhm. d'entreprise sur 2 entreprises différentes, déjà, parce que vous pouvez faire une petite entreprise où il y a 1 ou 2 personnes, puis une plus grosse avec beaucoup plus de moyens. Donc, ça vous permet de savoir si vous êtes à l'aise dans l'une ou dans l'autre. Et surtout, possibilité d'embauche, parce qu'il y a un turnover comme dans tout métier. Et donc, il faut pas hésiter. Et quand ça se passe bien, les entrepreneurs sont ravis de pouvoir embaucher quelqu'un, soit par le biais d'un CDD, d'un CDI si tout va bien, ou même d'un partenariat, comme le disait aussi un autre stagiaire, d'un partenariat où vous voulez vraiment être travailler de manière individuelle, c'est-à-dire en auto-entreprise, parce que c'est vraiment Mhm. votre envie, et ben vous créez votre entreprise et travaillez pour d'autres entreprises que vous connaissez d'une manière aléatoire, et puis avoir vos propres chantiers aussi, et après avoir des conseils aussi de leur part. Et une dernière chose, c'était le fait de faire un partenariat avec des stagiaires que vous aurez rencontrés pendant le stage. C'est ce qui s'est passé moi avec 2 stagiaires, et donc ça marche très bien actuellement. Ils ont créé une petite structure en E2. On a d'autres qui ont fait une structure chacun et travaillent régulièrement ensemble, justement parce que, encore une fois, le travail en équipe est intéressant et la complémentarité aussi. Et le Mhm. fait de vous découvrir, d'apprendre à vous connaître aussi pendant l'entreprise fait Formation. que vous pouvez créer des affinités intéressantes.
On passe peut-être à la deuxième question. Est-ce que fabriquer et assembler un escalier, c'est inclus dans la formation menuisier agenceur ou constructeur bois? Alors, ce sera plus dans la charpente traditionnelle. Moi, pour avoir fait un CAP de charpente et non pas un CAP de constructeur bois, j'ai appris la création et la pose enfin, la création d'un escalier en charpente. Je ne sais pas si mon collègue le voit. J'ai un stagiaire qui avait un petit peu d'avance, qui était un peu plus à l'aise dans la construction bois et qui avait qui était plutôt autodidacte. Et donc, j'ai pu l'emmener sur un peu plus loin que la formation initiale. Ça aussi, si jamais votre formation, tout se passe bien et que vous êtes à l'aise pour aller un peu plus loin, moi, je suis toujours content de pouvoir vous apporter des choses complémentaires. Donc, l'exemple de ce stagiaire qui est actuellement et qui va finir au mois de septembre, j'ai pu lui faire travailler 2 escaliers justement parce qu'il avait le projet d'en faire un chez lui. Donc, on a pu voir une manière de travailler une manière de travailler l'escalier parce que j'ai ces connaissances-là. Mais elle ne fait pas partie de la formation de constructeur bois. Mm. Et pas non plus dans l'agencement, parce que justement, on va être vraiment propre à... Enfin, il faut comprendre qu'un escalier est j'ai envie de dire, un squelette à lui tout seul. C'est très très technique. Voilà, et donc cette notion, en effet, elle est plus proche de la charpente que sur les autres composantes de formation, parce qu'on va retrouver ces notions de calcul, d'angle et de portabilité, hein. Un escalier, il faut qu'il puisse supporter un certain poids là-dessus. Et en effet, on est vraiment sur des notions de charpente avant tout. Et pour compléter sur l'histoire de l'escalier, j'avais un ancien stagiaire qui était intéressé par reprendre une entreprise d'une personne qui travaillait tout seul, qui était vraiment spécialiste dans les escaliers. C'est de plus en plus rare, malheureusement, parce que avec tout ce qui est Lapeyre, tout ce qui est grosse enseigne Castorama, Leroy Merlin, qui proposent des Standard. escaliers préfabriqués, standards, qui malheureusement font perdre un petit peu cette notion d'escalier artisanal. Ça existe encore, mais c'est de plus en plus rare. Je sais qu'il y en a 2 ou 3 en Gironde, mais après, voilà, je les connais pas tous. Ça existe sûrement, surtout des anciens qui veulent passer le flambeau aussi, mais voilà, là, malheureusement, de vivre uniquement de la fabrication d'escaliers, C'est compliqué. c'est pas gagné. Voilà. Et on a une dernière petite question. Oui, non, on a bien 2 sûr, dernières questions vas-y. même. Est-ce que menuisier ébéniste fait partie des formations que l'on propose, des formations que l'on vient de présenter? Alors, pas la formation de menuisier ébéniste sur ce webinaire. Après, c'est tout à fait une formation qui existe, où on est vraiment sur de la fabrication de meubles, hein, pour voir la différence. De meubles ou d'objets au niveau donc de l'ébénisterie. Après, en effet, c'est pas une formation qui est délivrée sur notre territoire de Nouvelle-Aquitaine. C'est des formations qui se font à l'AFPA sur d'autres régions, hein. Là-dessus, vous pouvez retrouver d'ailleurs ces formations et l'ensemble des formations sur notre site afpa.fr en termes aussi de programmation. Là, pour aujourd'hui et pour cette heure qui sera un petit peu dépassée, on s'est ciblé sur ces quatre formations-là, pour lesquelles vous avez donc en visuel les centres de Nouvelle-Aquitaine qui proposent ces formations. Mais si vous voulez découvrir d'autres métiers liés au bois vous pouvez les retrouver également sur nos formations sur afpa.fr. Ah bah super, voilà. Philippe vient tout juste de répondre et j'allais répondre aussi. Donc voilà, Pessac, c'est ça. Et pour les autres des 3 formations, hein, si je me trompe pas, Bordeaux, enfin des autres formations, c'est sur Codéran. Il y a uniquement constructeur bois à Pessac, sinon le reste sont à Codéran. Il y a plus de place à Pessac, c'est pour ça.
Alors, pour en venir sur ensuite sur la part financement, donc plusieurs financements possibles qui s'offrent en termes d'accès à la formation. Il peut avoir donc un financement par la région, donc une prise en charge dans son intégralité dans le cadre de la formation continue par la région Nouvelle-Aquitaine. Des financements par France Travail ou qui vont venir abonder un CPF ou une aide de la région et des financements aussi ouverts aux salariés, bien évidemment, en termes de transition professionnelle aussi, ou bien également l'alternance, où quand on est en alternance, on est sur un statut donc de salarié vis-à-vis d'une entreprise. Euh, pour entrer un peu plus dans le détail, financement par la région, on va être sur des financements donc pris en charge dans sa globalité, avec également, je le répète, nos centres sont dotés de places d'hébergement et de restauration pour nos stagiaires en formation. C'est un accueil inconditionnel, donc sans prérequis majeur de base, à part savoir lire, écrire, compter en soi. Une appétence pour le secteur d'activité et le métier, bien évidemment. Euh, une aide, une rémunération possible durant la formation par soit l'allocation de retour à l'emploi ou une allocation par la région au niveau donc de ces financements régionaux. Pour les Alors, financements, attends, oui, juste Sabine, on a une question sur le. Alors, je répondrai enfin, on répondra à la précédente juste après. Le financement régional est-il conditionné au lieu d'habitation, parce que la personne habite hors Nouvelle-Aquitaine? Non, pas pour les financements par la région, simplement ça demande de pouvoir se positionner sur le site de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc la région Nouvelle-Aquitaine a un site internet pour lequel on peut se positionner sur les formations souhaitées. Euh, si jamais vous êtes intéressé à venir en Nouvelle-Aquitaine, dans ces cas-là, la prise en charge est aussi valable. C'est simplement qu'il faut un statut de demandeur d'emploi, hein. Pour bénéficier d'un financement par la région, il faut pouvoir être demandeur d'emploi, inscrit à France Travail ou à la mission locale pour les jeunes ou au département aussi, hein. Les personnes suivies par le département en tant que bénéficiaires du RSA peuvent également bénéficier d'un financement par la région, même si vous êtes dépendant d'une autre région. Mais Philippe a confirmé en disant qu'il avait déjà eu un stagiaire qui venait de la région parisienne. Voilà. Oui, on a régulièrement. Pour des financements donc par France Travail, ça peut être donc par l'aide individuelle de la formation. Donc dans ces cas-là, sinon on vient rajouter France Travail vient abonder en fait un compte personnel de formation ou une aide régionale de la formation. Ou ça peut être aussi par une préparatoire opérationnelle vers l'emploi là pour lequel on est sur un temps de financement fait par France Travail et puis ensuite qui va financer un 400 heures de formation en centre et puis ensuite on vient compléter cette formation par notamment une alternance. Donc, ça peut être un tremplin vers de l'alternance, notamment pour les personnes qui souhaitent aller sur de l'alternance. Également, donc l'utilisation du compte personnel de formation, où là, ça va permettre de pouvoir être soit sur du financement d'un titre professionnel dans sa globalité,
ou ça peut être aussi sur des modules spécifiques qu'on vient capitaliser si on veut. Là, si on est par exemple salarié et qu'on ne peut pas se libérer la totalité du temps de formation, on peut être sur du temps capitalisable, donc module par module, ou ça peut être aussi possible sur ces formations-là dans le cadre de l'utilisation du compte CPF. Et pour les salariés également, ça peut être la mise en place d'un dossier Transition Pro, où là, on va être sur une demande de prise en charge de la formation et de pouvoir se dégager de son actuel emploi pour pouvoir apprendre un nouveau métier ou monter en compétences. C'est ce qui est donc développé sur la slide suivante, où là, voilà, dossier transition pro sur du contrat droit privé, où vous pouvez justement permettre de vous libérer pour pouvoir être en formation, ou le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage, où là, on va être davantage sur de l'alternance. Il faut savoir que l'alternance, on va être sur des contrats où on va être en temps de formation pendant une semaine à 15 jours, et en temps en entreprise où vous allez être entre 3 à 6 semaines en entreprise, et ce pendant la totalité du temps de contrat. Et là, vous êtes vraiment salarié pleinement d'entreprise, mais en alternance pour permettre d'acquérir l'ensemble des modules pour envisager donc de valider le titre professionnel dans sa globalité. Donc, en fonction de votre situation, il peut avoir plusieurs modalités, plusieurs financements possibles. C'est à voir avec votre conseiller référent de parcours, France Travel, mission locale pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour des salariés, vous pouvez vous appuyer en termes de démarche auprès d'un conseiller en évolution professionnelle, qui sont des professionnels qui sont mis à disposition sur de l'accompagnement des salariés du secteur privé. Vous avez aussi, pour aller plus loin, la possibilité de pouvoir venir en centre. Donc, on a une journée porte ouverte ce jeudi 12 septembre sur la journée de manière nationale sur l'ensemble de nos centres en France, et aussi donc en Nouvelle-Aquitaine, où vous pourrez découvrir les plateaux techniques, découvrir également, échanger avec les formateurs, rencontrer les stagiaires qui sont en formation, poser toutes vos questions en termes de financement si vous le souhaitez en fonction de votre situation, parce qu'il y aura aussi à votre écoute des conseillers de parcours qui seront là pour échanger avec vous. Et si vous n'êtes pas dispo jeudi, sachez que de manière récurrente, nous avons les jeudis de l'AFPA qui sont en accueil tout public au sein de nos centres en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi en France, pour lequel vous pouvez venir avec ou sans inscription. Donc, vous avez toute la programmation sur afpa.fr au niveau des jeudis de l'AFPA, où là, pareil, on est sur de l'accueil tout public au niveau donc des formations, où vous pouvez également rencontrer les formateurs et découvrir nos infrastructures. Pour finir, si vous avez des questions, Alors, oui, on avait une autre question. Tac, 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 je la reprends. Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a une dimension maquetterie? Alors, la maquetterie, pareil, c'est un titre professionnel très spécifique là-dessus, où on va être vraiment sur de la finition, hein. La maquetterie, c'est une finition particulière au niveau de l'ébénisterie, hein, en soi. On est plutôt sur ce domaine-là, au niveau donc de cet acte métier. Il y a des centres qui se sont spécialisés de manière nationale au niveau de l'AFPA, au niveau de ces métiers. Ce n'est pas forcément des formations que nous avons en Nouvelle-Aquitaine. Philippe, tu voulais rajouter quelque chose? Je vois que tu as encore la main levée. Oui, oui. Donc là, il y avait une question sur le fait d'avoir plusieurs entrées par an, en tout cas pour la construction bois et la charpente.
Actuellement, les entrées sont autour de février, mai, septembre et novembre, décembre environ. Voilà, actuellement, sur la planification pour la construction bois et la charpente, on est sensiblement pareil. Pour les autres sur les autres formations, je n'ai pas Ça va être je n'ai sur pas les toute la programmations en programmation est tête. mise à jour sur afpa.fr en termes de modifications. Donc, vous avez là-dessus, je vous invite à pouvoir regarder dans le détail en fonction de la formation que vous le souhaitez. Mais en effet, on est sur des entrées permanentes enfin, au niveau des formations. On n'est pas sur un calendrier scolaire. Comme on est un organisme de formation dépendant du ministère chargé de l'emploi, on forme toute l'année au niveau des entrées, hein, à ce niveau-là. Alors, je pense qu'on va prendre un petit moment pour répondre aux questions, parce qu'on a bien dépassé le temps. On va prendre un petit moment pour répondre aux questions dans la conversation. Juste pour information, voilà, vous allez recevoir dans les prochains jours un mail avec donc le replay de ce webinaire, hein, si vous voulez re-regarder les slides qu'on vous a présentés un peu plus calmement, ainsi que le PowerPoint de présentation. Et si vous souhaitez être recontacté par l'AFPA, donc par notre pôle service relations clients, voilà, vous pouvez répondre, il y a un questionnaire en mettant vos coordonnées et puis voilà, ils vous recontacteront début de semaine prochaine normalement. Voilà, c'est pour Tout à fait. titre d'information, mais nous allons pouvoir rester, je pense, quelques minutes encore pour répondre aux dernières Pour questions. votre Sabine, question. je sais pas, et Philippe, Oui, si vous êtes disponible. notamment, donc il y avait par rapport au coût de l'hébergement dans les centres, cela dépend en fait du financement de votre formation. Il y a parfois des prises en charge par le conseil régional, notamment sur le coût de l'hébergement. Donc le reste à charge pour le stagiaire est amoindri. Pour des financements dits privés, il n'y a pas de subvention de la part du conseil régional. Donc on est sur une prise en charge totale par le stagiaire. Donc là-dessus, voilà, ça dépend du financement de votre formation qui détermine le tarif de la restauration et de l'hébergement. Nous avons donc le coût de l'hébergement et je ne sais pas si tu as les questions sous les yeux. Donc, laquelle de ces 4 filières de formation embauche le plus? La demande de construction maison bois est-elle importante? Alors, vas-y, Philippe, peut-être que tu vas pouvoir davantage affiner la réponse. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un turnover, donc c'est de ce que je peux voir, en tout cas, les stagiaires pardon, qui sortent de l'AFPA et qui cherchent à être embauchés, non pas cherchent à créer leur entreprise, en tout cas, trouvent toujours du travail. Bien sûr, la première chose à faire, c'est ce qu'on attend en tout cas de tous les artisans, c'est d'être motivé et de se lever le matin. Malheureusement, l'expérience fait avec mes anciens collègues et les partenaires que je peux avoir d'entrepreneurs, on a des gens qui ont du mal à travailler. Comme je dis, c'est un travail, la plupart du temps, un travail d'extérieur. Encore une fois, il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, de l'expérience, du retour que j'ai, on cherche vraiment des gens motivés qui sont là, présents et qui demandent à apprendre. Que vous n'ayez pas l'expérience, que vous n'ayez pas le savoir-faire, ce n'est pas grave, ça s'apprend. Donc encore une fois, déjà, la motivation est un critère énorme. L'intérim recherche des gens qualifiés, donc le fait d'avoir un diplôme, une certification va vous mettre en avant par rapport à quelqu'un qui n'en a pas. Euh, Après, c'est votre présentation, votre démarche auprès des entreprises qui va aussi faire savoir vous vendre, hein, pour ceux qui sont aussi en reconversion professionnelle, vous connaissez un petit peu la chanson, pour ceux qui ont déjà fait plusieurs métiers. Donc, c'est toujours la difficulté de savoir se vendre. Après, il y a un accompagnement aussi à l'AFPA pour ça, pour préparer votre CV, préparer votre lettre de motivation. Il y a ça aussi comme accompagnement, donc ça peut être intéressant. Savoir lequel des métiers embauche le plus, ça, je n'aurais pas vraiment la réponse. Je sais que dans mon domaine, ça, on cherche. Donc, avec toutes les nouvelles constructions, le gouvernement qui veut effectivement mettre en avant les maisons écologiques, durables, etc. Donc, c'est un métier qui est toujours porteur. Pour l'agencement, comme je vous ai dit, c'est des métiers nouveaux aussi et sur lesquels les gens sont intéressés parce que tout le monde ne sait pas bricoler.
La Nouvelle-Aquitaine est est une région riche, riche par la diversité, mais aussi riche parce qu'il y a des gens qui ont des moyens, qui habitent dans dans cette région et qui nous font vivre, hein. Voilà, faut pas, les gens qui ont des moyens, ou même des gens qui ont un peu moins de moyens, on a la chance d'avoir aussi des chantiers de tous les jours et des chantiers qui sont très intéressants, notamment sur toute la côte atlantique, mais aussi sur la Dordogne, où des gens étrangers ont un peu plus de moyens peut-être que des Français, qui veulent aussi euh, retrouver l'aspect rustique et l'aspect authentique des maisons de Dordogne, et qui font appel à des charpentiers et à des constructeurs bois et des agenceurs pour embellir leur demeure. Donc il y a vraiment plein de choses différentes. Je connais pas tous les départements de la région, mais voilà, en tout cas, du côté de Bordeaux, de la Dordogne, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées. Là, tout ça, la construction bois en tout cas, fait un tabac C'est en plein essor. et en pleine expansion. Ouais. Oui. Je voulais juste, avant, je sais qu'il y a plein de questions, je voulais juste demander à Sabine, est-ce que je peux laisser mon mail pour ceux que ça intéresse ou pas, ou ça se fait ou pas? Oui, bien sûr, tu peux le mettre dans le fil de la Tu conversation. as le droit. Pas de souci. Donc ensuite, il y avait, si je reprends le fil. Si on a déjà donc une formation bois, mais qu'on souhaite développer quelques compétences supplémentaires bien précises dans le Oui, but de s'installer en tant bien qu'auto-entrepreneur, sûr. est-ce que la formation peut être personnalisée? Alors, de manière globale, quand vous venez à l'AFPA, donc vous êtes accueilli par des conseillers de parcours, et dans ces conseillers de parcours, il y a cette notion justement d'accompagnement. On établit avec vous un positionnement, et quand on peut être en effet sur une part plus modulaire, hein, si on est sur de la montée en compétences, en fonction de votre objectif, voire adapter le parcours. Après, on va être sur quel est l'objectif? Est-ce que c'est acquérir un nouveau titre professionnel en vue d'une installation et un complément d'activité, ou est-ce qu'on est sur juste un apport de connaissances et l'obtention d'un certificat de compétence sur un module bien précis en soi? Donc, en fonction j'ai envie de dire, du profil, on sera à même de vous accompagner sur ce qui est le plus adapté finalement à votre objectif en termes de préconisation de parcours, et le financement associé qui peut être envisagé, bien évidemment. Alors, j'ai une dernière question. Normalement, est-ce qu'il y a des dimensions de réflexion, formation sur la ressource bois, l'approvisionnement? Alors, ça fait partie des notions de durabilité, en fait, voulues par le conseil régional aussi, hein, là-dessus, justement, de quelle est la filière bois, comment ça se passe, comment, sur le développement durable de l'activité, on recycle aussi. Donc ça fait partie des modules nouveaux, j'ai envie de dire, de nos formations, mais de manière globale, de s'intéresser, hormis au métier, mais tout ce qui ça implique autour, pour justement avoir cette notion large de durabilité. Si nous n'avons pas... L'étude de Oui, la RE 2020, donc la réglementation de oui, 2020, la réglementation environnementale 2020, effectivement, nous fait poser toutes ces questions et nous apporte quelques réponses, en tout cas, et sur la notion d'environnement et la notion de durabilité, la notion de aller chercher des éléments locaux oui. et voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, donc je vous remercie de votre attention pour ce premier webinaire de Nouvelle-Aquitaine. Vous, comme l'a évoqué Marine, vous allez recevoir par la suite par mail le replay de ce webinaire, ainsi que le support de présentation, où vous pourrez davantage suivre notamment et découvrir qu'est-ce que l'AFPA au niveau des dernières slides. Également, je le rappelle, on reste dans des centres accessibles, donc n'hésitez pas à revenir vers nous, à venir nous visiter si vous voulez découvrir nos infrastructures au niveau, donc pour approfondir vos informations sur le sujet. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et merci d'avoir participé. Merci à vous, très bonne journée. Bonne journée à tous, à bientôt.